un partenariat avec 7 partenaires différents. Un partenaire national qui est Centrinfo, qui est notre instance de communication, hein, qui coiffe ce partenariat. 4 organismes de formation qui appartiennent aux 3 réseaux français, donc celui de l'éducation nationale, celui de la FFP et puis celui de l'UNIOPS. Donc on retrouve à l'éducation nationale 2 Greta, le Greta Lorraine Centre, le Greta du 93, excusez-moi, il s'appelle le GMTO 93, c'est la Seine-Saint-Denis. Les 2 autres organismes de formation, c'est donc la Formac, hein, l'Insup dans le sud-ouest. Et enfin, on a 2 instances qui se situent plus au niveau régional, qui sont les JPFCIP de l'Académie de Nantes et puis Versailles qui est porté. Alors évidemment, dans le choix aussi des partenaires, il y avait aussi un choix géographique, puisqu'on vous a expliqué tout à l'heure que le périmètre des projets doivent être nationaux. Et donc, il était aussi de bon ton de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire français. En plus de ces partenaires stratégiques, il existe des partenaires associés, c'est-à-dire qu'en fait, les expérimentations de la FAMMAP s'organisent par territoire. Et dans certains cas, on a des partenaires associés qui sont périphériques aux partenaires stratégiques. Voilà. Parce que quand on pense maillon, on pense dispositif et il peut y avoir une chaîne de partenaires différents autour d'un parcours et autour d'un maillon de parcours. Alors, des institutions aussi associées qui sont décideurs et porteurs des dispositifs publics. Là, on retrouve le ministère de l'Éducation nationale, hein, c'est notre ministère de tutelle. On retrouve aussi le ministère de l'Intérieur, la région Île-de-France, Nantes Métropole. Et puis, depuis janvier 2021, il y a aussi la région Hauts-de-France qui est très, très intéressée par nos travaux et donc pour lesquels on va lancer un cycle de professionnalisation qui débute là cette semaine en direction de différents organismes de formation avec lesquels on espère aussi expérimenter des maillons. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Mariella. Merci beaucoup, Joël. Avant d'entrer dans la logique de ce que nous appelons les maillons, je voulais donner 2 précisions parce que je vois que parmi les participants, il y a beaucoup de représentants du ministère de l'Intérieur, de la police et il y a la PEC. Et c'est vrai que tout ce projet FabMap et le référentiel qui est adossé, là, les graduations jusqu'au bac pro, ne concerne pas les cadres. Or, nous avons un projet en cours qui se termine en septembre et lui, c'est un projet Erasmus qui s'appelle RegTech Plus, où nous sommes en train de calibrer les compétences transversales pour les niveaux 5, 6, 7 et 8, c'est-à-dire les cadres intermédiaires et les dirigeants ou les hauts fonctionnaires publics. Et dans le cadre de ce projet, pour la France, nous avons l'IRA de Lyon qui est partenaire, les plateformes ressources humaines de la mobilité de la fonction publique de l'État et l'Université du Mans. On a l'Université de Luxembourg aussi, le Forem en Belgique, hein, qui est l'équivalent de l'AFPA et du Pôle emploi, le Centre régional de formation wallon, qui est l'équivalent du CNFPT, et on a une université en Roumanie et une grosse entreprise en Roumanie, Webhelp, qui travaille sur des services d'informatique. C'est un Français qui a créé, c'est une entreprise internationale. Donc, ce projet va se terminer en septembre. Il va y avoir un séminaire où nous allons rendre compte de toutes les expérimentations et de ce référentiel hein, qui est en expérimentation. Donc, si jamais ce projet vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher de Joël. On pourrait tout à fait vous inviter au séminaire de clôture, qui bien évidemment, vu le contexte, va se dérouler à distance, probablement, très probablement. Alors, pour revenir au projet FabMap, si vous voulez, la problématique des dispositifs en public en France concernant tous ces dispositifs dits socles, bases, langues, clés, etc. hein, je ne sais pas si vous connaissez ce monde-là. Ces dispositifs-là sont multiples, ils se sont juxtaposés hein, sur un même territoire. Vous allez trouver une multitude d'organismes et d'associations qui font la même chose.
avec des cadres référentiels très disparates et qu'il est très difficile de construire des parcours à visée professionnelle et qualifiante. Donc, moi, j'ai fait cette analyse-là, qui est la mienne, hein, elle est contestable, c'est une vision de ce que sont ces dispositifs. J'ai analysé, il y a des dispositifs à visée d'insertion ou d'intégration qui sont financés par le ministère de l'Intérieur, les préfectures, les départements vont financer des actions langue, base ou remise à niveau, par exemple, pour les bénéficiaires du RSA. Donc, vous avez un statut, vous avez des besoins et on vous propose un dispositif. Vous avez aujourd'hui les régions, je ne sais pas comment ça fonctionne en Auvergne-Rhône-Alpes, mais par exemple dans le Grand Est ou en Île-de-France ou en Haute-France, dans les Hauts-de-France ou en Nouvelle-Aquitaine, il y a les dispositifs qui s'appellent objectifs compétences de base, compétences clés en Nouvelle-Aquitaine, compétences de base professionnelles en France, en Île-de-France. Et tous ces dispositifs-là, sauf le dispositif francilien qui travaille avec une carte de compétences graduée depuis 2012, ces dispositifs-là n'ont pas de référentiel commun. Certains utilisent la certification CLEA, hein, qui est une certification, de mon point de vue, généraliste et pas professionnalisante. Les dispositifs de langue, par exemple de l'OFI, vont délivrer une certification de langue qui fonctionne par niveau de langue, mais quand ces personnes vont retourner au pôle emploi pour trouver un emploi, que vous ayez un niveau de langue A1 ou A2, ça ne veut strictement rien dire par rapport à une certification professionnelle. Vous avez d'autres types de dispositifs où se trouvent à l'intérieur de ces dispositifs des actions de remise à niveau ou de langue, par exemple au sein de l'insertion par l'activité économique, dans les chantiers écoles, les régies de quartier, les entreprises d'insertion. Personne ne sait ce qu'il y en est de ces formations, quelle est la trace, quelle est la validité, quelle est la valeur. Personne, c'est un monde assez opaque. Et puis, vous avez des actions financées parfois par le Pôle emploi ou les OPCO qui s'appellent FLE, Français langue étrangère, pour les migrants. Donc, vous avez des publics, hein, migrants, handicapés, illettrés, RSA, réfugiés. Et donc, tout ça, ça fonctionne par statut. Et pour aller vers une qualification ou une préqualification, où là, oui, vous allez trouver des référentiels clairs et explicites, puisque ce sont les référentiels de certification qui donnent le là pour les ingénieries. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, je vais vous montrer ce que nous appelons des maillons. Alors là, je ne sais pas si je vous ai perdu, hein, parce que c'est un monde, si on ne le connaît pas, on décroche tout de suite. Donc, nous, on essaye de créer des maillons de parcours. Maillons, pourquoi? Parce qu'ils s'articulent avec les graduations de notre référentiel de compétences transversales. Et finalité, c'est-à-dire qu'il y a deux clés dans la construction de ces maillons pour avoir une visibilité et un horizon de qualification professionnelle et pas de qualification ou de certification de langue où CLEA est une certification, de mon point de vue, généraliste. Elle n'a pas de valeur pour un employeur pour donner plus de salaire. Quand vous avez un diplôme, un titre ou un CQP, un certificat de qualification professionnelle, ces diplômes ou ces certificats ont une valeur pour le salaire et pour la valeur professionnelle, puisqu'il y a une reconnaissance au sein de la qualification. Donc, tout le projet FATMAP s'articule sur cette diapositive-là, c'est-à-dire c'est une rétro-ingénierie et tout ce qui se construit en amont dans les dispositifs qui précèdent la qualif ou la préqualification se construit dans l'articulation et les indicateurs des référentiels de certification, les attendus des postes de travail correspondant aux certifications des métiers visés et les graduations des compétences transversales. Peut-être dire deux mots sur notre conception des compétences transversales, parce que le mot transversal circule aujourd'hui avec beaucoup de significations. Pour nous, transversal, ça veut dire ça traverse tous les secteurs, tous les métiers et tous les statuts et toutes les échelles de qualification par les graduations. Et ces compétences transversales sont associées et imbriquées aux compétences techniques qui sont une composante des compétences transversales, mais ils ne se situent pas
ailleurs, parce qu'il y a des dispositifs qui vont vous parler des soft skills, par exemple, qui sont plus proches des comportements ou des traits de personnalité ou des qualités. Et là, tout ce qui est associé à du transversal, ça va être dissocié. On va vous dire, oui, il y a les compétences transversales, les soft skills, les comportements, et de l'autre côté, vous avez les compétences techniques. Donc, c'est vrai que c'est un outillage complexe. C'est un outillage qui systématiquement va faire appel à l'association des indicateurs du travail prescrit, que sont les référentiels, et du travail réel, que sont les activités, des stages ou l'expérience des individus, qui vont s'imbriquer et faire parcours à l'intérieur du référentiel, c'est-à-dire l'articulation entre le référentiel gradué et les activités et les situations issues des référentiels et des certifications. Donc, nous avons 3 types de maillons. Le premier qui vise la validation d'un projet avec des familles de métiers, une famille de métiers explicite. Nous avons des maillons à visée préqualifiante, c'est-à-dire qui s'appuient sur les prérequis d'accès aux qualifications visées. Et nous avons des maillons que l'on appelle intraqualifiants, parce que, par exemple, la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, finance 25 jours de remise à niveau pour obtenir un titre 3 du ministère du Travail, par exemple, pour l'agent de propreté et d'hygiène. Donc, il y a notre expérimentation porte sur comment les 24 jours se chargent des contenus et des activités du référentiel et des métiers, alors que d'autres organismes du même marché public, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un groupement. Il y a un organisme qui fait la remise à niveau, dissocié de ce que fait l'organisme qualifiant qui prépare au titre dans plusieurs secteurs. Donc, la région Aquitaine, par exemple, elle est assez attentive à ce que nous faisons parce que ça change complètement le type d'ingénierie et la manière d'utiliser les jours de ce qu'ils appellent la remise à niveau. Voilà grosso modo ce que sont nos maillons. Peut-être votre passer diapo. la diapo suivante. Voilà les maillons en ingénierie de formation. Hein, on a un maillon BTP à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on martyrise. C'est pour ça que la région Île-de-France est partie prenante, parce qu'elle accepte que l'on aille martyriser son dispositif existant avec des organismes qui ont obtenu ce marché-là pour voir ce que ça donne de travailler avec notre ingénierie. On a les Pays de Loire au sein d'un dispositif régional qui s'appelle Prépa Avenir 2. On a les centres sociaux de la ville de Nantes qui s'appelle Accord, avec un maillon qui part avec des femmes qui sont en proximité, qui sont dans des ateliers sociolinguistiques, et on va les amener directement avec notre maillon dans un truc préqualifiant. Donc, ce qui fait un saut énorme dans le parcours de ces femmes, qui leur vision et la vision des gens qui les accompagnent, la qualification se trouve en général très, très loin de leur possible. On a un CAP petite enfance avec le groupe Osango qui prépare à l'accès au diplôme. Hein, c'est élaboré, c'est en expérimentation. On a aussi une préparation à un CAP, ce qui change complètement la manière de travailler les enseignements généraux. C'est vraiment une mince affaire hein, de modifier ces paradigmes-là. Le titre APH dont je vous parlais, et puis on a une expérimentation qui a dû être arrêtée dans un CFA métier de l'artisanat pour les agents de restauration à cause du confinement. Tout ça, ce sont des ingénieries de formation hein, qui se travaillent avec une ingénierie d'évaluation spécifique. Et le groupe Osango a 2 expérimentations, si je peux passer à la diapo suivante. Joël doit nous quitter. Hein, parce Merci Joël. Merci Joël. Donc, il y a une expérimentation qui va vous être présentée en détail par Sarah Baudry tout à l'heure, qui est reconnaître les compétences de la mobilité avec une ingénierie spécifique. Et puis, un dispositif spécifique au sein de la formation civique qui est animé par le groupe NEPSOD, qui est une composante du groupe Osango. Voilà, pour finir, j'ai une dernière diapo qui met en perspective les transformations induites par ce genre d'approche. Donc, ça percute complètement l'ingénierie interdispositif, hein, parce que si on veut faire parcours, il faut absolument articuler les dispositifs pour qu'ils ne soient plus juxtaposés et étanches. Les manières de relier les compétences dites de base à des situations et à des certifications professionnelles, là, pareil, hein, c'est le deuxième paradigme dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est sérieusement impacté. Les ingénieries d'évaluation qui transforment complètement la logique des tests et des exercices saucissonnés, par domaine ou par discipline.
Et puis, les compétences des intervenants, parce que ça touche aux identités professionnelles. Quelqu'un qui a fait un master en français langue étrangère, eh bien, lui, il n'a pas été formé à savoir analyser des activités professionnelles, ce qui suppose des travaux inter-équipes pour que ces ingénieries puissent être élaborées. Donc, c'est véritablement un changement très important de paradigme sur les dispositifs et leur ingénierie et sur les ingénieries de compétences au sein des équipes des professionnels. Voilà, grosso modo, la logique. Je ne sais pas si cela vous parle, si ça vous suscite des questions. Je suis à vos dispositions. Je peux prendre 10 minutes encore. Alors, Sylvain Humeau, je ne sais pas s'il y a des questions. Effectivement, moi, ce qui me… Parce que j'entends bien, simplement, peut-être il manque un peu, et c'est peut-être l'objet après des expérimentations, d'illustrations concrètes sur la mise en œuvre et qu'est-ce que justement, concrètement, cela implique en termes vous parliez de changement de paradigme, c'est notamment pour les formateurs, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça change réellement, quelle est la remise en cause, peut-être ou pas, de leur pédagogie. Et voilà, c'est sur ce Sarah va vous en parler parce qu'elle a fait ce mouvement-là. Et dans l'exemple très concret qu'elle va vous présenter là, elle va vous en parler. OK. Elle peut parler un peu de ses collègues parce que nous, on est en train on a tout un cycle de professionnalisation. Hein. On a un cycle 4 jours en présentiel, 6 classes virtuelles et un accompagnement très soutenu, personnalisé. On a un référentiel pour le professionnel qui va être publié à la fin du projet. Le Centre Info va publier un cahier de 12 pages qui sera diffusé. Et puis, je vous invite à aller sur le site RecTech de l'Académie de Versailles où nous avons un guide publié avec les résultats des expérimentations. Et pour ce qui concerne la fonction publique, vous pouvez aller sur le site de la DGAFP, vous tapez Box compétences et vous allez trouver la déclinaison du référentiel RecTech pour la fonction publique pour 6 niveaux et un jeu de cartes qui permet d'établir des liens pour que dans les cadres des mobilités de la fonction publique, les personnes puissent se situer, se positionner sur les compétences et établir des liens avec les aires de mobilité. Donc, le site de la DGAFP, Box compétences, sur les compétences transverses ou transversales, et puis le site RecTech de l'Académie de Versailles où se trouve le guide, un guide, la carte de compétences. Il y a une conférence très intéressante d'Ingrid de Saint-Georges de l'Université de Luxembourg avec un panorama assez international de ce que sont considérées aujourd'hui les compétences transversales parce que c'est un champ très touffu et très nébuleux. Moi, j'avais une question. Oui. Pardon. J'ai vu que vous faisiez une expérimentation dans le cadre de la VAE. Oui. Quid, en fait, si l'expérimentation, on a déjà un parcours à 24 heures uniquement pour accompagner la personne, si en plus on doit travailler sur les compétences transverses avec elle, je comprends l'intérêt de le faire, mais dans les 24 Alors, le retour de cette expérimentation est publié dans le guide RecTech qui se trouve sur le site. Hier, j'ai donné la référence, c'est pour ça que je l'ai en tête. C'est les pages 36 à 41 du guide. Okay. Nous avons expérimenté avec 2 méthodologues du DAVA des Hauts-de-Seine, Nathalie et Agnès, avec qui on a croisé le référentiel du CAP AEPE de 40 pages et on a une carte de compétences graduée AEPE pour la VAE. Et donc, comme les compétences transversales ne se travaillent pas à part, elles utilisent le référentiel dès l'information collective. Et les premiers résultats qui ont été donnés, c'est que les personnes vont très vite trouver les activités significatives. C'est un outil de verbalisation et d'explicitation. Et moi, j'ai des résultats encore de certaines femmes qui ont eu. Donc, on commence par un nuage de mots. On a établi à l'intérieur des ateliers et des 24 heures, sans faire plus d'heures, mais ça donne des résultats particulièrement intéressants pour accéder à un CAP. Effectivement, sur l'explicitation, je comprends, oui. OK. Et si la carte, on peut vous l'envoyer. Hein, je peux l'envoyer à Marie-Noël. Oui. Je pense que j'aurai effectivement l'information. Une dernière question. Concernant l'APH, l'expérimentation m'intéresse aussi, moi, dans le cadre de l'apprentissage, puisqu'on lance un APH en apprentissage.
Et je pense que effectivement, c'est des publics qui se dévalorisent beaucoup. Et l'utilisation effectivement de la détection de ces compétences transverses pourrait être effectivement très utile dans le cadre de On a cette... une carte de compétences parce que nous, en fait, c'est un outil, c'est une matrice conceptuelle. On respecte les graduations et on colore, et soit on colore les descripteurs de compétences de la carte, soit on met tous les indicateurs du référentiel APH en indicateur. Mais on va avoir un module là qui est en train d'être élaboré, qui sera diffusé lors du séminaire du mois de septembre. Donc, si je comprends bien, la carte RegTech qu'on peut voir et qu'on trouve facilement sur Internet, à chaque fois, il faut l'adapter au référentiel. En fait, il faut faire extrêmement attention à rompre le concept, parce que si vous voulez, la clé de voûte de ces cartes, ce sont les graduations, qui sont très complexes. Donc, c'est le substrat. Et si on touche à ça, on a l'impression que c'est une belle carte, mais on n'a plus du tout la logique de la carte. Pourquoi? Parce que chaque pôle de compétences a ses logiques de progression. Le pôle organisationnel suit la logique autonomie et responsabilité dans l'activité. Le pôle réflexif suit la capacité à analyser et à s'adapter à des environnements divers. Et le pôle communicationnel suit la complexité des situations de communication. C'est-à-dire que quand je suis dans les cercles initiaux, je communique sur des sujets familiers avec mes collègues, avec mon supérieur hiérarchique immédiat. Plus ma communication est haute, plus je gère des situations complexes, à fort enjeu, avec des inconnus, etc. Et les codes sociaux vont avec, vous voyez. Donc, si on touche au verbe et à la logique qui ne se voit pas, on détruit le concept, ce n'est pas la peine d'utiliser les graduations. En revanche, si on décline en utilisant les indicateurs de la certification et on voit à quel degré se situe, ça c'est autre chose. Okay. Voilà. Et puis, par exemple, on n'est pas obligé d'utiliser les 12 compétences. On peut en utiliser 6. Vous voyez, suivant la finalité de l'usage. Donc, c'est une vraie réflexion dans une équipe. Ce qui est très intéressant dans les certifications, c'est que ceux qui s'occupent d'enseignement général et ceux qui s'occupent d'enseignement professionnel travaillent ensemble. Pour moi, c'est la clé de voûte pour rompre avec les logiques. Non, moi, je ne m'en occupe pas parce que je ne suis pas didacticien de langue. Ah non, moi, je ne m'occupe pas parce que non, tout le monde s'en occupe. De désilotage. C'est ça. Oui, ça induit ça. Mariella, moi j'ai une petite question. Vous avez un peu effleuré le sujet. Quid de la transposition de la méthode aux compétences métiers? Mais elles sont distribuées, les compétences métiers. C'est ce que je vous disais. Par exemple, quand je prends la compétence piloter ou organiser l'activité, forcément, je vais aller explorer les activités du métier. Et les contenus nécessaires, quels sont les règlements, par exemple, hein, prendre en compte les règlements. Ben, quels sont les règlements? Si je suis à l'accueil d'une préfecture, ou si bien, par exemple, j'ai travaillé avec des expérimentations avec la mairie de Perpignan, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé avec la fonction publique et j'ai décliné la carte de compétences. Il y a une carte de compétences pour les agents de catégorie C intermétiers que j'ai fait avec la pleine commune, le CNFPT national, et j'ai beaucoup expérimenté à Perpignan et Grenoble. Eh bien, à Perpignan, on avait c'était que des femmes qui faisaient de l'accueil, métier de l'accueil. Et elle me dit, mais moi, je suis dans un centre social où il y a beaucoup de problèmes, et l'autre personne était au conservatoire, quartier pas difficile, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va muter d'un poste à l'autre? Quels sont les contenus des activités métiers qui vont charger toutes ces compétences transversales? Donc, le métier apparaît. Je vais l'appeler et je vais l'expliciter comme des indicateurs des compétences transversales. Je comprends. Okay. Et c'est une vision. Voilà. Et cette vision, je l'ai développée depuis 2007. Hein. J'ai commencé, ma première carte de compétences, c'est 2007. Il y a une publication qui s'appelle Outils de positionnement transversal. Je me suis beaucoup appuyée sur l'étude qui est en ligne toujours du Centre d'analyse stratégique, Catherine Afria, Florence Loisil. Hein, vous cherchez sur Internet compétences transversales et mobilité professionnelle. Et dans cette étude-là, elle donne une définition de l'ANACT de compétences transversales, comme quoi les compétences transversales ont des composantes organisationnelles, relationnelles, techniques
et de marché, ils appellent ça à l'époque. C'est tout ce qui est devenu adaptabilité derrière. Et donc, moi, c'est à partir de ce concept-là que je traduis les éléments techniques comme étant des composantes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, mais je vois Je ne bien. le vois pas comme un truc à part. Tout à fait, mais simplement, je pense qu'il y a quand même peut-être certaines compétences techniques. Par exemple, assurer une opération technique qui sont peut-être difficiles à aborder avec uniquement les compétences transversales. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il faut un moment peut-être aussi C'est une vision. C'est-à-dire quand vous dites assurer une opération technique, elle est toujours située. Est-ce que je la fais toujours au même endroit? Est-ce que quand je vais chez un client, on m'envoie toujours chez le même client? Est-ce que l'opération technique, je l'assume avec des collègues dans un garage? Vous voyez? Et donc, cette tâche, pour moi, ça c'est une tâche. Cette tâche va être située dans une certaine activité qui systématiquement va être située et du coup, les compétences transversales vont venir. Quel règlement? Et donc, les règlements se chargent par exemple, on a fait une adaptation de la carte pour le CAP, métier de l'enseigne et de la signalétique. Et là, on voit très vite dans la carte, on voit le métier. Mais on a gardé les compétences transversales. On colore avec la pose ou les poses qu'ils font chez des clients le métier de l'enseigniste. C'est une vision, c'est une démarche méthodologique. OK. Voilà. Et là, moi, j'ai beau faire partie de Zengo, j'ai plein de questions. Là, je vais devoir vous quitter dans 3 minutes. Je suis désolée. Une question. Imaginons, voilà, comment moi, organisme extérieur au projet, parce que je n'ai pas participé moi directement au projet, comment moi je pourrais, enfin, il y a une formation pour. Bon, mais ça, il faut voir avec Marie-Noël. Non, mais je parle pour un organisme extérieur, effectivement. Non, nous n'avons pas de formation. C'est l'Académie de Versailles et le CAFOC qui va prendre en charge les choses parce qu'il y a énormément de demandes partout en ce moment. Mais ça, il faut voir avec Marie-Noël. Oui, sur le groupe Ozengo, on en prévoit une fin avril, Caroline. Ok. De tous les coordonnateurs. D'abord, moi, c'est pour le GARF, les gens qui participent au GARF qui souhaiteraient utiliser la carte. Nous, on peut, parce qu'exemple, le temps que je passe aujourd'hui à faire ce que je fais, pour moi, c'est de la communication sur le projet. Donc, Oui. si des questions surgissent suite à cette rencontre pour ne pas se voir entre deux portes, que vous souhaitez voir concrètement une expérimentation ou autre, nous pouvons prendre le temps avec Joël d'animer un véritable webinaire, par exemple. Non, moi, c'était par rapport à, voilà, je suis un organisme, je veux savoir comment mettre en place la carte RedTech dans… Mais ça, pour moi, aux Ango, c'est Marie-Noël, c'est Mathieu, voilà. Okay. Voilà, une dernière question peut-être des participants. Qui remonter la demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions parce qu'on a pris à pas mal la parole avec Caroline, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste une intervention très rapide, parce qu'il s'agit effectivement, on regarde un sujet aussi passionnant que celui-là, mais très technique, de poser une pierre pour l'avenir. Donc, je pense que, au regard de ce qui a été dit, et pour préciser mon propos, donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis responsable d'une section avec une chef de section qui a les spécialistes. Moi, j'ai un bon vernis sur tout ce qui est VAE, certification, et on vient justement de mettre en place une formation à l'accompagnement à la VAE. Donc, je vois des liens très clairs avec ce qu'on est en train de se dire là. Et donc, il s'agirait de pouvoir voir dans quelle mesure, au regard de ce qui a été dit, à la fois, par exemple, pour des adjoints de sécurité qui n'ont pas forcément de diplôme, qui ont des difficultés à rentrer dans la police. Absolument. On va avoir un gros intérêt à avoir une certification, donc eux peuvent être un public cible. Et puis, dans le haut du panier, si j'ose dire, sans jugement de valeur aucun, pour des hauts fonctionnaires, en quoi tout cela, ça peut aussi être contributeur de la mobilité interministérielle et interprofessionnelle. Et là, il y a des champs qui me semblent tout à fait passionnants à creuser. Pour cette question-là, je vais vous donner un contact. Il faudrait que vous reveniez vers nous. Il s'appelle Joël Vincent, c'est un monsieur. Et c'est lui qui pilote tout ce dont je vous ai parlé de la box compétences avec toutes les plateformes mobilité de l'État. Ce matin, j'étais en conférence avec la plateforme Normandie qui est en train d'expérimenter la démarche et il a interrogé un directeur adjoint de cabinet et un informaticien. Parce que justement, dans le cadre des mobilités, ces deux personnes-là, ils ne savent pas quelles compétences ils ont. Ils imaginent qu'ils n'ont que des compétences et ça donne des résultats passionnants. Donc, sur cette question-là, je peux vous donner des liens avec la fonction publique qui expérimente massivement en ce moment. Ok, parfait, voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'en prie. Merci Mariella, merci infiniment. Merci. Donc, Marie-Noël est notre trait d'union. Vous lui communiquez les demandes et nous, on vous transmet toutes les ressources qui pourraient vous être utiles. Voilà. Je suis désolée, mais je pensais que ça commençait à 14h. Oui, au revoir. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Mariella.
Bon, inutile de vous dire qu'on l'écouterait pendant des heures. Voilà. Et c'est pas pour ça qu'on aurait tout compris quand même. Mais voilà, on avance. Moi, ce que je vous propose là, c'est qu'on va parler. Là, il y a nous, on a fait 3 expérimentations, mais Mariella les a expliquées. On va rentrer plus dans l'expérimentation parce que dans l'expérimentation, Sarah va nous proposer par où elle est passée. Et aussi son changement de démarche, son changement de regard en travaillant et le changement aussi des regards des bénéficiaires. Donc, je vais laisser la parole à Sarah et puis on essaiera de répondre à vos questions ou on les renverra à Mariella si on ne peut pas y répondre. Voilà. Merci, Sarah. Excusez-moi, juste avant, est-ce que vous avez déjà vu la carte TrackTech? Qu'est-ce que c'est qu'une carte TrackTech? Non. Est-ce que vous pouvez me rechercher la carte TrackTech juste pour leur situer, c'était le 2e ou la 3e Sauf que c'est Caroline qui a la main et je ne sais pas si elle peut y accéder. Caro? Elle est partie? Voilà, oui, bah c'est la vôtre celle-ci. Bon, mais on va pas travailler avec la vôtre, ne vous inquiétez pas, excusez-moi. Excusez-moi, on recommence tout pour Sarah. Voilà. Donc, moi, je vais vous présenter en fait le travail qui a été réalisé sur l'ingénierie d'évaluation des compétences transversales dans le cadre de la mobilité européenne. Donc, si tu peux passer à la slide d'après, Caro, s'il te plaît. Merci. Donc, donc, le contexte initial du projet, c'était vraiment, il était basé sur un projet de mobilité européenne qui s'appelait Audace Plus 3, donc dans le cadre du programme Erasmus+. Ce projet était porté par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il était dédié à des demandeurs d'emploi qui devaient réaliser en fait un stage professionnel à l'étranger de 8 semaines. Donc, les étapes en fait clés de la mobilité, donc elles se résument en 4 grosses étapes. Donc, il y a tout d'abord l'information collective et les entretiens de sélection, donc qui ont lieu en fait environ 3 mois avant le départ concret en mobilité. Il y a la réunion de préparation, donc qui a lieu 2 à 3 semaines avant le départ. Durant cette réunion, on prépare vraiment tous les aspects logistiques, administratifs, financiers, pédagogiques et interculturels. Donc ensuite, il y a les 8 semaines de stage en mobilité. Et enfin, au retour, donc environ dans le courant de la semaine qui suit le retour en France, on a une journée de bilan. Il est important de notifier que grâce au certificat de mobilité Europass, on a quand même une reconnaissance déjà des compétences professionnelles acquises et ou développées durant la période de mobilité professionnelle à l'étranger. Si tu peux passer à la suivante, merci. Donc, on avait différents objectifs en amont de ce travail. On avait pour ambition de créer une méthodologie d'évaluation et de reconnaissance des compétences transversales donc développées et acquises durant la mobilité européenne, donc en plus de celle des compétences professionnelles. On voulait également démontrer l'impact de la mobilité européenne auprès des financeurs, des prescripteurs, des futurs recruteurs. Aussi donc démontrer aux bénéficiaires eux-mêmes l'utilité et l'intérêt de la mobilité européenne dans l'obtention ou le développement de nouvelles compétences transversales afin de favoriser leur insertion professionnelle future. On avait aussi on a constaté qu'on avait une méthodologie qui était quand même plutôt linéaire et transmissive, que nos outils et nos activités pédagogiques n'étaient plus forcément adaptés au public et à leurs besoins évolutifs. Donc, on a pu améliorer la qualité du suivi de l'envoi de nos stagiaires en justement innovant dans nos procédures, nos pratiques professionnelles et en développant de nouveaux outils. Donc, l'ingénierie d'évaluation des compétences transversales est sous forme d'un triptyque, en fait. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'établir des ponts entre les besoins et les objectifs du bénéficiaire en amont de la mobilité et les compétences qu'il aura développées et ou acquis au cours de la mobilité.
Donc, l'ingénierie, en fait, elle est basée sur un total de 21 heures, donc 3 jours, 2 jours sur la réunion de préparation, donc 2-3 semaines avant le départ, et 1 jour pour la réunion bilan au retour de mobilité. L'objectif, c'est vraiment d'évaluer en fait les compétences transversales avant le départ et d'évaluer au retour de mobilité en se basant sur l'analyse des compétences transversales qui ont été mobilisées en fait durant l'expérience de mobilité. Si tu peux, merci. Donc la carte, on a créé une carte des compétences transversales spécifiques à la mobilité européenne. Elle est basée sur 8 axes, 8 compétences à évaluer, donc en amont et en aval de la mobilité, et sur 3 niveaux. Donc en fait, on part du centre et plus on s'étend vers l'extérieur, plus le participant gagne en autonomie et en responsabilité sur la compétence concernée en fait. Les 8 compétences sont les suivantes. Donc, c'est se repérer dans le dispositif de mobilité, se repérer et respecter les règlements et les codes socioculturels, mettre en avant ses compétences et les adapter à différentes situations à l'oral, agir face aux imprévus, communiquer en langue étrangère dans le cadre de sa mobilité européenne, gérer des informations, organiser et planifier ses déplacements et son budget et construire son parcours professionnel. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail de l'ingénierie d'évaluation, donc la phase en amont, donc elle concerne les deux jours de réunion de préparation. Donc, le premier jour, en fait, on va présenter les objectifs du projet FABMAP, l'intérêt de la démarche d'évaluation des compétences transversales dans le cadre du projet professionnel de l'apprenant et les impacts de la mobilité européenne sur l'évolution de ces compétences transversales. On présentera également aux participants donc, les 3 cartes mentales donc, qui serviront en fait de fil rouge à l'évaluation des compétences transversales. Pardon, Sarah, ouais. Je me permets de te couper juste pour comprendre la carte rectangle que tu as montrée et tu parles de 3 cartes mentales. Je ne comprends pas en fait. La carte rectangle, en fait, c'est là où les participants seront positionnés sur les compétences transversales. Les cartes mentales, en fait, c'est des outils en plus qui servent de fil rouge dans la démarche d'évaluation. Ok, pardon. Du coup, si tu peux, tant qu'on y est, si tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît. Ah ben merci voilà. beaucoup. Donc, la première, en fait, carte mentale, donc, elle concerne le projet de mobilité européenne dans sa globalité. Donc, on va demander, durant le premier jour de préparation, on va demander aux participants de compléter cette carte qui servira donc de fil rouge sur laquelle on se basera justement pour les évaluations des compétences transversales. Donc, on leur demande sur cette carte de compléter les infos générales du projet, donc tout ce qui concerne la région qui est porteuse et financeur du projet, donc le rôle et ses engagements. La même chose pour le partenaire opérateur, donc là pour le coup c'est Ozengo. Le partenaire intermédiaire européen donc, qui a pour rôle de rechercher l'hébergement, le stage, l'entreprise d'accueil et qui s'occupe de toute la gestion logistique en fait du programme du séjour. Le rôle et les engagements du tuteur en entreprise, le rôle et les engagements de l'apprenant lui-même et toutes les règles générales qui concernent donc l'assurance, donc ce que prend en charge l'assurance, donc le rapatriement, la perte des bagages, etc. Les informations générales sur la logistique, le voyage, le logement, toutes les précautions à prendre pour le séjour et les règles vraiment générales aussi par rapport au stage en lui-même. Si tu peux avancer à la slide d'après. Donc ça, c'est la deuxième carte mentale à compléter également durant le premier jour de la réunion de préparation. Donc là, ça fonctionne en entonnoir en fait. Donc avant, la première carte, c'était pour le projet dans sa globalité. Là, cette carte mentale, c'est vraiment l'expérience de mobilité individuelle, donc pour l'apprenant lui-même. Donc là, il doit
Compléter avec les infos administratives, donc tous les détails concernant la partie administrative, les documents Erasmus+, les documents Pôle emploi en fonction de son parcours à lui. Toute la partie financière, donc la gestion budgétaire, donc son propre budget, comment ça va se passer, quelles dépenses il aura à réaliser, donc pour le loyer, le transport local, etc. Et les différentes dates de versement de la bourse Erasmus+. Donc toute la partie logistique, donc son voyage propre à lui, donc les détails, les horaires, d'où est-ce qu'il part, où est-ce qu'il arrive, le transfert, etc. Les contacts importants, donc que ce soit pour son entreprise d'accueil, le propriétaire du logement, tous les interlocuteurs importants. Aussi, donc toutes ces missions, ces objectifs pédagogiques relatifs à son stage en entreprise à l'étranger et toutes les infos relatives à son projet interculturel, linguistique, etc. Est-ce que tu peux revenir en arrière, Caroline, sur la slide encore? Voilà, parfait, merci. Donc, une fois que ces deux cartes mentales sont complétées, on passe au jour 2 de la réunion de préparation où on leur demande de s'auto-positionner sur la carte que j'ai montrée précédemment avec les 8 axes. Et ensuite, en entretien individuel, donc les entretiens sont organisés en parallèle des activités en autonomie. J'y reviendrai par la suite. Et donc, en entretien, on leur demande donc de se munir de leurs 2 cartes mentales complétées et de leur auto-positionnement. L'objectif, en fait, de cette évaluation, c'est d'amener les bénéficiaires à expliciter et à reformuler le pourquoi ils se sont positionnés sur chaque axe à tel niveau. Et donc, par la même occasion, de relever les attentes, les potentiels freins qu'ils auraient face à la mobilité et leurs objectifs personnels et professionnels. Il faudrait que tu avances encore et encore. Merci. Donc ensuite, il y a l'évaluation finale au retour de mobilité. Donc, durant cette réunion bilan, on refait une piqûre de rappel sur les objectifs du projet, l'intérêt de la démarche d'évaluation et les impacts de la mobilité européenne sur l'évolution des compétences transversales. On leur redemande à nouveau de s'auto-positionner sur la carte des compétences. Et idem, on les réévalue en entretien individuel. Donc là, on leur demande de se munir de la 3e carte mentale. Donc, il faudrait revenir en arrière, s'il te plaît. Merci. Et donc, cette carte mentale, en fait, elle doit être complétée par les participants durant leur séjour. On leur demande, en fait, d'inscrire leurs étonnements, par exemple, les chocs culturels, etc., les rencontres, que ce soit perso ou professionnelles, les différents apprentissages. Cette carte est un peu plus libre, comme vous pouvez le voir, donc ils la complètent vraiment comme ils ont envie. L'idée, c'est de reprendre cette trace, en fait, lors de l'entretien bilan. Et on leur demande également d'ajouter des photographies et des vidéos pour compléter cette carte mentale. Donc, si on revient à la slide d'après, merci. Le but, c'est vraiment donc de faire le point en fait de l'évolution de leurs compétences transversales développées et ou acquises durant le séjour et de comprendre en fait comment ils se sentent face aux objectifs qui ont été fixés avant le départ. On échange ensuite sur les missions et les démarches qu'ils devront entamer dans la suite de leur parcours professionnel. Si tu peux avancer, Caro. Merci. Donc, en conclusion, on a pu, grâce à cette nouvelle approche, passer d'une méthodologie transmissive à une méthodologie interactive et d'accompagnement du bénéficiaire qui le permet en fait d'être acteur de son parcours de mobilité dès la réunion de préparation par des activités pédagogiques qui nécessitent son engagement, son application, qui favorisent également les échanges entre pairs, dans le but réellement d'amener le participant à se projeter davantage dans la mobilité. Donc, on a pu innover dans nos pratiques pédagogiques. Par exemple, on a inclus une activité brise-glace en début de réunion pour favoriser les échanges. Au début, en fait, ils arrivaient dans la salle et ils s'asseyaient là où il y avait de la place au final. Maintenant, on leur demande dès le début d'échanger pour déjà
cerner qui part avec qui, par destination, sachant qu'à chaque flux, à chaque départ, il y a 3 destinations différentes à peu près. On a également inclus l'activité des post-it. Donc, on leur demande en début, donc en J1, lors de la réunion de préparation, d'écrire sur des post-it les attentes qu'ils ont face à cette réunion. Et en J2, en fin de journée, en fin de réunion de préparation, on évalue si toutes les attentes ont bien été comblées, en fait, si on a répondu à tous les questionnements, et on complète si besoin. On a inclus également donc, les nouveaux outils, les cartes mentales que je vous ai présentées qui servent de fil rouge et de base pour l'évaluation des compétences transversales. On a également inséré des activités, beaucoup plus d'activités en sous-groupe et en individuel, donc vraiment du travail en autonomie. Donc, par exemple, pour tout ce qui concerne la complétion du budget, la gestion du budget, pour les amener réellement à se projeter, à s'organiser à ce niveau-là, de faire participer en fait les participants, notamment ceux qui ont déjà eu l'expérience de voyage et de séjour à l'étranger. On leur demande également de créer la fiche du routard, donc ça les incite en fait à rechercher eux-mêmes les informations par destination. Donc ça traite par exemple des pratiques culinaires, pratiques sociales, des activités culturelles qui pourront être amenées à réaliser une fois sur place, etc. On leur demande aussi de compléter une checklist avant départ, donc c'est très pratico-pratique, mais ça leur permet de réfléchir un peu plus dans le détail à des aspects qu'on n'aurait pas forcément vus durant la réunion, mais en échangeant entre pairs, ils arrivent à bien creuser pour le coup. Et au final, on leur demande par sous-groupe de restituer tout le travail qui a été fait en autonomie. Et pour finir, la dernière diapo, cool, merci. On a pu repenser au final la posture de la coordinatrice. Donc, la coordinatrice n'a plus ce rôle de transmettrice d'informations, mais vraiment d'accompagnatrice dans un process d'évaluation guidée qui permet au stagiaire d'analyser lui-même ses propres besoins et objectifs. On permet également aux bénéficiaires de s'emparer de son évaluation des compétences transversales et de suivre un fil rouge pour qu'au retour de mobilité, en plus de l'évaluation des compétences professionnelles via le certificat de mobilité Europass, il soit également muni de celle des compétences transversales dans la suite de sa démarche de recherche d'emploi ou de formation auprès de son conseiller Pôle emploi ou mission locale. L'évaluation des compétences transversales permet réellement de mettre en évidence les compétences acquises, développées et la progression réalisée durant le séjour à l'étranger. Donc, les réunions d'information collective seront également amenées à être améliorées grâce à la démarche interactive. Suite au contexte sanitaire, et à l'évolution des pratiques, on envisage également de digitaliser toute cette démarche, cette méthodologie d'évaluation, que ce soit au niveau des activités et des outils. Et finalement, malheureusement, donc on n'a pas pu expérimenter concrètement cette méthodologie d'évaluation sur le public de demandeurs d'emploi dans le cadre du projet Audace Plus 3. Porté par la région, entre autres, surtout d'ailleurs à cause de la crise sanitaire. Donc l'idée, l'objectif sur du plus ou moins long terme, c'est vraiment de pouvoir expérimenter cette démarche, mais du coup ce sera sur un autre projet de mobilité qui sera porté par Rosengo et destiné à un public d'apprentis. Voilà, je vous remercie. Merci Sarah. Une question, l'objectif c'est de faciliter la mobilité ou de faciliter la prise de conscience, c'est pour l'alternant, pour la personne, pardon, pour l'apprenant. Le fait d'utiliser la carte Rectex, c'est dans quel objectif pour lui? Quel bénéfice de l'objectif? Déjà, c'est pas la carte Rectec là, c'en est une autre. Pardon. On s'est basé sur la carte Rectec pour créer la carte des compétences transversales pour la mobilité. Mais en fait, c'est vraiment surtout pour faciliter, oui, comme tu dis, cette prise de conscience et rendre vraiment le bénéficiaire acteur
d'autant plus acteur de sa mobilité, qui s'empare vraiment de son projet de mobilité en fait. Je réponds à ta question? Oui, donc du coup, si je comprends bien par rapport à la carte rectec qu'on nous a présentée ou qu'on nous a parlé tout à l'heure, là, tu l'as transposée et tu l'as adaptée par rapport à ton projet. C'est ça. Ok. C'est tout le travail d'ingénierie qu'il y a quand on veut travailler avec cette carte-là. Voilà, c'est vrai qu'il faut faire attention, elle le disait très bien, Mariella, à pas changer les niveaux et les graduations des niveaux. Mais il faut choisir les compétences que l'on veut travailler, qu'on a besoin de travailler. Et surtout, le gros travail, c'est quel indicateur on met derrière pour connaître le niveau, pour que eux-mêmes, que les bénéficiaires connaissent le niveau. Je suis ennuyée avec mon affichage, je ne vous vois pas. Du coup, Sarah, est-ce que tu as quantifié le temps que tu as mis pour adapter toute cette méthodologie et la transposer pour ce projet-là? Bonne question. Honnêtement, je ne saurais pas te dire comme ça à vue de nez, mais on a déjà eu toute la formation dans le cadre du projet FemMap. Donc, c'était 4 jours présentiels et il y a eu 6, je crois, classes virtuelles de 2h30, 3 heures. Donc, c'était assez conséquent. Derrière, il y a eu un gros travail d'ingénierie. Honnêtement, je ne saurais pas te dire, mais peut-être une 30aine d'heures. Mais grosso modo, ouais. On va parler de la formation pour l'adapter à ce que toi, tes objectifs, une 30aine d'heures. Honnêtement, je ne sais pas du tout en fait si je suis dedans ou pas en disant une 30aine d'heures. Désolée, c'était pas une question piège, c'était pour imaginer quelque chose. Voilà. Non, une 30aine d'heures, c'est ça, 30-35. Une 30aine d'heures dans vraiment la reprise de l'ingénierie pédagogique, etc. Sachant qu'après, là, je suis encore dessus, juste pour les outils, réadapter les outils vis-à-vis de la démarche, etc. Enfin, c'est... Mais il y a toujours un processus d'amélioration, mais c'était déjà d'avoir quelque chose de construit. Combien de temps il fallait envisager? Voilà. Beaucoup. Non, 35 heures, c'est pas, enfin, ça me paraît pas infaisable. Voilà. Alors, je pense que l'expérimentation qu'on a menée là, c'était Sarah qui l'a menée. On a mené aussi une autre expérimentation sur une journée sur la formation civique, où il y a eu un travail sur une journée simplement, sur quatre compétences, sur des migrants, donc ils ne parlaient pas forcément, ils étaient francophones, mais avec leur niveau de langue. Et on a mené aussi une expérimentation sur la préparation à un CAP de petite enfance. Voilà. Moi, j'ai le retour de l'expérimentation qui s'est faite sur la formation civique où vraiment les gens, comment je veux dire, ils s'approprient leur niveau. Ils arrivent à s'évaluer. Ils s'évaluent aussi eux-mêmes. Ils s'auto-évaluent. Ils s'évaluent avec le formateur. Ils s'évaluent avec leur père. En discutant, ils affinent là où ils en sont. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'ils s'approprient et qu'il y a une dynamique qui se crée là, une dynamique de valorisation de ce qu'ils savent ou de ce qu'ils doivent apprendre. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir un retour? Je pense qu'on est un peu loin de votre niveau. Je pense que Mariella l'a dit d'entrée. C'est vrai que peut-être que c'est un peu loin parce que nous, c'était au niveau, FAPMAP était réservé au niveau de 3 et 4 du CEC. Donc, effectivement, c'est un peu loin peut-être de votre public. Je ne sais pas qui doit intervenir. Moi, en ce qui concerne, en l'occurrence, par rapport au GARF et au public du GARF, ce n'est pas tant le niveau qui est important, c'est la démarche. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. C'est plutôt la démarche et la méthodologie, voilà, bien sûr, qui est intéressante. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur notamment la transposition dans des compétences plus techniques, plus métiers. J'ai bien compris qu'effectivement, pour les compétences transversales, on mobilisait, on faisait appel à beaucoup de contenus métiers pour les mettre en évidence. Donc voilà, et en même temps, ceci dit, dans nos entreprises,
on le voit bien, la fameuse métacompétence apprendre à apprendre est généralement pas trop mal maîtrisée par les maîtrises, disons, par ceux qui sont au niveau maîtrise et cadre. Voilà, c'est ça. Donc, là, à la rigueur, il y a peut-être un peu moins, voilà, il y a peut-être un peu moins de travail. Par contre, effectivement, sur toute la partie ouvrier et employé, donc qui, je pense, rentre bien dans ce cadre-là, c'est là où il y a vraiment ce gros travail encore à faire. Et je trouve que cette méthodologie peut, voilà, peut-être. Alors moi le seul, voilà, il me manque peut-être des choses encore. Peut-être, je suis peut-être trop pragmatique et trop opérationnel. C'est peut-être mon défaut. Voilà, j'aimerais l'avoir vraiment transposé dans un contexte très métier pour voir comment concrètement on évalue ses compétences. Et derrière, comment on construit l'ingénierie de parcours justement pour faire monter d'un ou deux niveaux. Le geste technique, ça ne prend pas avec la compétence. Le geste technique, il peut s'évaluer dans la carte de compétences, où c'est la preuve de l'acquisition d'une compétence plus large qui peut être une compétence dite transversale, mais il y aura toujours besoin de compétences techniques, d'apprentissage de compétences techniques dans les maillons de parcours ou les choses comme ça, oui. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Oui, moi, juste pour… moi, je pense que la démarche et la pédagogie que ça nous fait, que ça induit, elle est vraiment… elle gagne du temps. Voilà, elle gagne du temps. J'ai été, moi, estomaquée de ce que j'ai vu sur la journée avec des gens qui étaient juste francophones et comment ils ont pris ça, avec quel bonheur ils ont pris ça, comment ils l'ont vécu, la dynamique que ça a créé, c'était vraiment très, très fort, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faudrait qu'on soit capable de faire dans toutes les actions. C'est de les mettre, on le dit souvent, au cœur du processus, mais là, cette méthodologie-là nous porte à les mettre au cœur du processus d'apprentissage. Moi, j'ai une question sur l'évaluation, justement sur un volet plus positionnement. Je me dis, demain, je veux positionner, voilà, peu importe, des collaborateurs sur un métier et sur les compétences liées à ce métier-là. J'aurais aimé avoir votre analyse. Qu'est-ce qui peut donner, peut-être d'après les expérimentations que vous avez faites, qu'est-ce qui rend les meilleurs résultats, en tout cas les plus fiables? Est-ce que c'est un auto-positionnement unique de la part de la personne qui se positionne sur ses compétences, ou est-ce que c'est je veux dire, c'est un auto-positionnement complété d'un entretien avec un tiers? Alors, là où on en est, parce que là, le projet n'est pas complètement fini, les expérimentations ne sont pas complètement finies, moi, j'aurais envie de vous répondre deux choses. La première, c'est qu'il faut toujours des preuves. Ça veut dire que l'évaluation se fait sur des choses vraies, des éléments vécus, prouvés, photographiés ou dit sincèrement. C'est le b.a.-ba de l'évaluation. Et ensuite, ce que je voulais dire, c'est que ce que nous, on a vécu en expérimentation, c'est qu'on peut partir d'une carte évidée, ça veut dire sans rien du tout dessus, et demander à l'individu de se poser sur une des compétences. Et là, on voit, et là, il se compare son propre auto-positionnement au regard des autres et au regard du formateur. Et là, après, on lui demande les preuves, on lui demande qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. C'est aussi une autre démarche, une autre pédagogie de faire ça. Mais je pense que tous les cas ne se ressemblent pas et qu'il n'y a pas quelque chose de juste et de faux. C'est tout à construire par rapport à la situation que l'on vit, aux gens qu'on a en face de nous et au groupe qu'on a en face de nous. J'ai une autre question parce que effectivement, moi, je fais des liens avec ce que je vis plus aujourd'hui. Oui. Est-ce que cette méthodologie, alors c'est peut-être le cas déjà, est-ce qu'elle a été, on va dire, digitalisée dans un outil justement pour l'automatiser de façon plus… voilà. Comment elle est réalisée aujourd'hui? Voilà. Alors, le groupe qui travaille depuis, vous avez compris, depuis 2007 sur cette démarche, a travaillé avec une start-up, je crois, et ils ont créé Diagorient,
Diacorient, alors c'est une application, Caroline, c'est ça? C'est une, c'est une application et qui permet à des jeunes de s'orienter avec et qui relie effectivement une orientation de métier avec la carte RecTech. Et ça, c'est assez génial parce qu'en plus, ils mettent alors, évidemment, c'est l'époque et c'est d'aujourd'hui. Ils mettent des badges quand ils ont acquis des choses. C'est directement en lien avec des entreprises. C'est vraiment. Et là, ils sont en train de travailler ils sont en train de construire un Diagorient adulte. Mais je passerai le lien à Caroline qui vous le retransmettra. Diagorient jeune. Donc là, ils sont tout en train de travailler. On a eu le dernier comité de suivi du projet. On l'avait avec eux. Et ils vont le mettre ils vont changer le tu en vous, enfin, ils vont le mettre pour du public adulte plutôt que pour des jeunes. Avec peut-être aussi une autre façon. Pardon, Marine. Ce public jeune, il est très bien parce qu'en fait, Diagorient, en fait, on ne voit pas la carte RecTech. C'est sous forme un petit peu de jeu questions-réponses que ça situe. Et du coup, c'est très dynamique et très… En fait, nous, derrière, on sait qu'il y a la carte RecTech et du coup, on la transpose et on sait l'utiliser du coup derrière. Mais pour la personne qui l'utilise, il n'est pas face à un outil figé, il est vraiment sur un jeu de questions-réponses sur lequel il s'interroge et sur lequel, des fois, il a des propositions et qu'il faut qu'il fonctionne. Et c'est… Enfin, ça fonctionne très bien, en tout cas avec les jeunes. Je n'ai pas encore vu la version adulte. Mais… Ils sont juste en train de la démarrer il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines. Donc, pas la sortir du premier jour non plus, mais, c'est un outil intéressant. Voilà. Je l'ai utilisé pour des jeunes, pour le positionnement de jeunes, et ça fonctionne très bien sur des métiers. Sur des métiers. Qui c'est qu'il y a un chien? C'est très orienté métier. Oui, voilà. En tout cas, moi, effectivement, je suis très intéressé par cette question. C'est Diagorient, hein, en un seul mot? Oui, Diagorient en un seul mot. Vous avez les coordonnées, Caroline, le lien ou pas? On ne t'entend plus, Caroline. Elle a coupé son micro parce que ça doit être elle qui a le chien. Caroline, votre micro, on ne vous entend pas. Caroline, votre micro. Non, voilà. Je n'ai pas de chien et je suis au bureau encore plus. D'accord. Excusez-moi, c'est moi qui ai un chien, mais mon micro était coupé, donc c'est étrange. C'est qu'il a une grosse voix alors. Désolée. Non, mais c'est pas grave, il y a rien de… Mais voilà. Pour moi, ça fait partie des outils qui seront à utiliser demain, très clairement. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc oui, Caroline. Donc effectivement, ce qu'on est en train de dire, c'est que on est preneur. En tout cas, je suis preneur. Je ne vais pas me généraliser pour tout le monde, mais d'avoir un contact, d'avoir une démo de leur outil. Pas de souci, mais pas de souci. Voilà. Super. Moi, je l'utilise beaucoup dans l'alternance et dans l'apprentissage surtout. Voilà. Mais nous, ce qu'on retient de cette expérimentation qu'on a fait avec Mariella et Joël, et puis avec un certain nombre d'acteurs aussi à côté, c'est vraiment le changement de posture du formateur et la démarche et l'outil. Mais j'allais dire, c'est qu'un outil, mais c'est un outil qui dit des choses, quoi. Voilà. Mais la démarche est intéressante. Alors, nous, on va le généraliser à l'ensemble de la Formac, enfin de Dozengo, pardon. On va généraliser la fin avril, on va former nos coordonnateurs, et puis on va mettre des groupes de travail en piste pour qu'effectivement, ils puissent travailler sur leur action. Mais c'est pas… Ce qui est dommage, c'est que on ne prend pas la carte et on ne l'applique pas, quoi. Il faut derrière, il faut qu'il y ait une démarche, il faut qu'il y ait les bons indicateurs par rapport à ce qu'on veut évaluer, et puis il faut que ce soit contextualisé un maximum. Voilà. Ok, super. Ben, moi, ça me va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions en profitant? Moi, j'aurais bien voulu avoir votre retour. Est-ce que ça vous parle, ce qu'on vous a expliqué, ou est-ce que vous dites c'est pas pour nous, ou on a été soit trop explicatif ou pas assez? Alors moi, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit. Effectivement, moi, je me pose la question peut-être encore plus en amont. Vous avez parlé des mobilités, peut-être des gens qui avaient
des compétences transverses, peut-être un peu publiques, avec déjà des compétences professionnelles. Nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'en entreprise, en tous les cas, hein, on reçoit des candidatures de jeunes étudiants qui n'ont jamais mis les pieds, pour la plupart, en entreprise. Ah oui. Pour un stage ou une alternance. C'est très difficile pour eux, hein, d'arriver avec un CV et de mettre en avant leurs compétences parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ouais. Ils ne savent vraiment pas le faire. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans un futur assez proche, j'ai entendu parler d'application tout à l'heure, cette application puisse être disponible pour ces profils-là, qui ne seraient pas tout à fait sur des profils d'alternance, donc pas tout à fait avec format sup, etc. C'est une application qui est libre. Elle a été créée avec des fonds européens, donc elle est libre de droit. Vous pouvez l'utiliser sans souci. Après, je ne l'ai pas encore complètement regardée. Je sais que sur le Rhône-Alpes, elle est très présente. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont collées pour que ça donne des idées aux jeunes et aussi pour qu'ils puissent trouver des stages pratiques, pour qu'ils puissent aussi trouver des apprentissages. Donc, je ne sais pas si elle a toute la France encore, mais ça commence à être assez conséquent. Donc oui, c'est libre de droit. Donc, et je trouve que ça serait bien pour les jeunes justement qui se cherchent ou qui ne savent pas qu'ils ont des compétences. Et parce que les compétences, elles ne sont pas uniquement au travail non plus. Ça, je pense que après, ils sont sur effectivement des niveaux bas de qualification. Mais effectivement, oui. À venir là, d'autres niveaux. Ben, il va y avoir RegTech Plus qui va prendre les 4 niveaux supplémentaires, les 4 autres niveaux. Mais oui. D'accord, merci. C'est une affaire à suivre. Alors moi, je vous conseille, mais vraiment très fortement, elle vous a donné rapidement les liens avec l'AEFA et puis la carte RegTech. Le guide RegTech est très, très bien fait, très bien expliqué. Il faut un petit peu de temps pour le lire et le relire, mais je trouve qu'il est très bien expliqué et ça peut être une bonne base de réflexion pour voir comment on peut utiliser ça. Voilà. Il est sur le. Excusez-moi, vous nous avez dit qu'il était sur le site de la DGFP. Ah non, directement RegTech. Oui, il y a un site RegTech. C'est ça, Sarah, je ne me trompe pas? Oui. Oui, pardon. Voilà. Il y a beaucoup de documents, même sur la plateforme de résultats des projets Erasmus+. Je peux vous donner le lien si vous voulez. Oui. Il y a le guide AEFA, etc. Mais normalement, il y a le site. Attends. Le guide AEFA est très bien fait aussi. On peut peut-être, Sarah, tu m'envoies tout, j'envoie tout oui. à Sylvain Humeau et on fait un retour. Je viens de mettre le site dans la discussion. RegTech. Où il y a toutes les ressources en fait. AC-Versailles. Et Diagorient adulte va se faire aussi en partant des expérimentations que tout le groupe aura fait, y compris les nôtres. Voilà. Pour enrichir les choses. Bon, merci pour en tout cas ces présentations très riches et puis également l'expérimentation. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des commentaires, des réactions, d'autres questions Une réaction, ça serait que selon moi, il ne faut pas en rester là, quoi. Je pense que là, on est sur une sorte d'apéritif où on a découvert quelque chose qui donne de l'appétit selon moi et qui du coup nécessiterait d'envisager des suites. Tu parlais, Sylvain, justement, que pour le GARF, il pourrait y avoir un suivi. On pourrait imaginer effectivement peut-être de réfléchir dans un premier temps en petit comité à voir comment on pourrait construire un projet de webinaire. Moi, je vois des connexions avec les conseillers mobilité carrière au niveau police nationale. La logique d'accompagnement dont on parlait tout à l'heure. Marilyn a travaillé avec moi sur un projet donc de e-conception sur un parcours justement permettant, comme je le disais tout à l'heure, d'accompagner ou plutôt de former les accompagnateurs à la VAE. Donc, il y a vraiment de la richesse là au regard de cette présentation et plein de déclinaisons possibles. Donc, du coup, moi, je pense que ça serait vraiment intéressant que on creuse un petit peu ce fil qu'on a commencé à tirer aujourd'hui.
je pense que vous allez peut-être réfléchir entre vous et puis voir ce que l'on peut, nous, comment on peut vous accompagner ou accompagner la réflexion. Mais vraiment, au démarrage, il faut vraiment lire et après poser et travailler soit avec beaucoup de monde sur plusieurs sujets, soit prendre qu'un sujet et puis voilà. Parce que c'est quand même… nous, on a fait 3 expérimentations et Mariella a été une source sans limite parce qu'on pouvait l'appeler, elle nous répondait, les filles avaient un problème, il y avait une réponse. Bon, Mariella, malheureusement, s'arrête au mois de novembre de son activité. Donc, je veux dire, c'est peut-être même, je dirais, si on veut prendre avec FAPMAP, on peut prendre encore sa richesse. Je veux dire, si vous avez des idées pour le faire, on peut la solliciter pour qu'elle nous accompagne sur des choses. Mais en interne, on commence à avoir maintenant 3 personnes qui commencent à être formées, qui ont fait des choses et qui peuvent aussi accompagner parce qu'elles ont eu des réponses aux questions, etc. Mais les situations sont toujours différentes. Donc, il faut toujours se reposer des questions et aller. Mais quand on a posé la question, c'est vous qui avez la réponse souvent, parce que c'est vous qui connaissez votre métier. Mais on est à votre disposition. Vous nous le dites par l'intermédiaire de Caroline et puis on va vous envoyer les différents liens. Voilà. Puis on voit comment on peut avancer et si on peut avancer l'ensemble, ça serait avec plaisir. Bien. En tout cas, un grand merci. Je vous en prie. On vous tiendra au courant sur les différents événements de dissémination qu'il y aura. Si voilà, il va y avoir des choses qui vont se passer, elle nous en a présenté 1 ou 2. Mariella, il y a aussi FAPMAP qui va avoir où on va présenter toutes les expérimentations au mois de novembre. Nous, je crois qu'on en fait un autre aussi au mois de septembre. Donc voilà. Et là, on aura, j'espère, pu finaliser les expérimentations. Je ne sais pas si le Covid va partir un jour, mais qui nous permettent de finir, ça serait bien. Voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Alors, pour la suite, donc, effectivement, bon, déjà, voilà, j'allais dire, on vous libère, vous pouvez rester, bien entendu, hein, vous êtes les bienvenus. Non. Mais en même temps, j'avais prévu de présenter le GARF aux nouveaux participants. C'est mon seul point de regret cet après-midi, c'est de n'avoir on n'a pas réussi à mobiliser d'autres personnes en dehors du cercle, j'allais dire, habituel. Et c'est un peu dommage parce que, effectivement, ce n'est pas ni à Caroline, ni à Lisa, ni à Marilyn, ni à Didier que je vais présenter le GARF. Parce que voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il va falloir qu'on retrouve encore et puis analyser les raisons pourquoi aujourd'hui on n'a pas réussi à mobiliser plus de personnes, notamment au niveau local, ce qui était l'objectif. L'objectif, c'était avec cette j'allais dire cette belle affiche, et puis on avait fait un beau flyer, on avait communiqué sur les réseaux sociaux, de faire venir des potentiels futurs participants à nos réunions et qui pouvaient enrichir le groupe Auvergne. Force est de constater que ça n'a pas marché. Bon, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Non, c'est pas si simple. Donc voilà, à chacun essayer de mobiliser ses réseaux respectifs. Moi, j'ai pas plus que ça de réseau sur la région de Clermont-Ferrand, hein. Mais bon, on a eu beaucoup en tout cas, on a fait un post au niveau de LinkedIn qui a été extrêmement vu, qui a été, je crois, près de 1800 fois. Donc, c'est super ça. Oui, c'est bien, mais sauf que ça n'a pas déclenché plus que ça. C'est oui, ça mais qui est… La graine est mise dans la tête. C'est déjà pas mal. Sur d'autres réseaux aussi, puisqu'on a relayé, ça a été vu aussi. Il a bien fonctionné le post. Et voilà. Est-ce que le créneau était peut-être pas idéal? Est-ce que c'est la journée qui n'est pas idéale? Je n'en sais absolument rien. J'ai pas de vision. Non, s'il était pris longtemps à l'avance, donc oui, mais bon. C'est vrai qu'en entreprise, en ce moment, on est assez sollicité sur oui. plein de sujets. On clôture tout juste 2020.
Je pense qu'on a pris pas mal de retard avec la crise sanitaire finalement de 2020. Et moi, aujourd'hui, mon plan 2021, mon plan de développement 2021, il n'est toujours pas finalisé. Donc voilà, c'est vrai que dans les entreprises, je sais que je ne suis pas la seule à être dans cette situation. Oui, bien sûr. On est un petit peu surmobilisé. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre accueil et puis on reste à votre disposition. Merci. Voilà, et on vous laisse terminer peut-être votre réunion entre vous. Bon, nous, ce qu'on va se dire, c'est merci, quoi qu'il en soit. Et puis nous, ce que l'on va se dire, c'est se retrouver un autre rendez-vous avec une autre thématique, une belle réunion, parce que c'est pas effectivement parce qu'on n'a pas eu le succès que l'on escomptait que l'on va baisser les bras. Bien évidemment non. Donc, il va falloir qu'on reprogramme une autre réunion sur d'autres thématiques, comme le font tous les autres groupes. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Un grand merci. Et puis, bon, de toute façon, voilà, donc, il faudra aussi également que l'on puisse parler de l'adhésion au GARF, au moins pour les quelques membres piliers qui sont là, parce que pour l'instant, vous ne participez qu'aux réunions du groupe Auvergne, puisqu'on est toujours dans une démarche de co-construction. Mais cette co-construction, elle a été entamée en février 2020. Donc, on voudrait peut-être qu'on passe à la phase adhésion. Ça vous permettrait notamment de bénéficier de tous les autres services du GARF. Didier parlait des webinaires. Bon, bien là, par exemple, on a un webinaire tous les vendredis sur des thématiques. On parlait de VAE. Nous, on a un webinaire de la part du chargé de mission nationale du DAVA. C'est pas là, c'est la semaine d'après, le 26. Donc, avec une expérimentation d'EDF et ainsi de suite. Donc, ça peut être intéressant aussi. Ah oui, on a pas mal de choses. Oui, je vais me rapprocher de Caroline et puis de la directrice générale et puis on va faire ce qu'il faut. D'accord ? Oui, tout à fait. Et puis, comme ça, effectivement, alors, nos amis de la direction de la police nationale, eux, ils ont un partenariat global, donc c'est réglé pour eux. Mais effectivement, pareil pour l'ISA, il faudrait peut-être on en avait déjà, je crois, j'ai déjà parlé, effectivement, même si ça peut être un peu compliqué dans certaines entreprises d'adhérer à des réseaux professionnels, mais il faut qu'on trouve des solutions. Moi, le laboratoire TA avait adhéré, il me semble, en 2020. Oui, c'est vrai. Il y avait une adhésion qui était sur Lyon plutôt. Dans un groupe lyonnais. Non, mais nous, il faut qu'on défende l'Auvergne un petit peu quand même. Donc, oui. Désolée pour ceux qui ne sont pas auvergnats, mais quand même un peu. Oui. Non. Lisa est sur Clermont-Ferrand, par contre. Oui, mais c'était bien sur Clermont-Ferrand. C'est bien. Pas sur Lyon. Mais oui, c'est ça. L'autre personne voulait plus aller à Lyon, de tête, il me semble. Mais bon, je me suis peut-être trompé. Mais bon. Et puis alors après, effectivement, je ne connais pas tout le monde. Bon, je crois que Lucie et puis Sarah sont aux équipes. Donc, c'est voilà. Et Isabelle, déjà, c'est la police. Oui, c'est pareil. Oui, c'est Lyon. Voilà, c'est Lyon. Bon, voilà. Donc, comme ça, on a fait le tour. Donc, très bien. Bon, nous, ce que je vous propose, on va pas passer plus de temps et vous retenir plus de temps. On va, comme d'habitude, avec Didier et puis les personnes qui le veulent bien, réfléchir au coup d'après. Donc, Caroline, aussi, tu es la bienvenue dans ce cercle de réflexion si tu le souhaites. Lisa, bien entendu, comme d'habitude. Didier, Marilyn, ça va de soi. Isabelle également. Donc, même si Isabelle est sur Lyon, il y a 2 beaux groupes à Lyon, mais ce n'est pas grave. C'est pas très loin. Donc voilà, en tout cas, il faut qu'on trouve encore une accroche et puis on essaiera d'être encore meilleur pour faire venir du monde la prochaine réunion. Okay. Merci beaucoup de votre invitation et puis bon courage à vous et à vous tous. Un grand merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.